Alors, le Mali renforce de plus en plus et va plus loin dans sa coopération avec Moscou, avec la Russie. Alors, on nous parle d'un mémorandum d'entente qui a été signé entre les deux pays. La Russie va mettre à disposition du Mali un satellite de télécommunication. On connaît la puissance d'un satellite de télécommunication et lorsqu'un pays comme le Mali parvient à acquérir un tel matériel, on imagine de toutes les façons, les invités nous le diront, mais ce qu'on sait déjà, c'est que sur le plan sécuritaire, de plus en plus, le pays se dote d'instruments efficaces pour contrôler la totalité de son territoire et traquer les terroristes. Passion parfaite d'homme. On voit dans des relations entre les deux pays qui s'approfondissent. Le Mali est très concret en ce qui concerne sa coopération avec la Russie. Mais nous constatons avec beaucoup de satisfaction le fait que le choix gagnant du Mali de changer de partenaire stratégique est justement en train d'apporter des fruits que tout le monde nous voyons. Et nous posons donc la question, peut-être avec notre petite voix, aux autres États qui sont encore soumis à l'ordre colonial français de la France-Afrique. Mais qu'attendez-vous? Voilà les résultats. À peine un courage malien s'est exprimé en disant nous sommes libres, nous sommes autonomes et nous allons maintenant nous enticher avec un nouveau partenaire. Vous voyez les résultats. Effectivement. La prise de Kidal à elle tout seul est quelque chose d'extraordinaire. La question qu'on peut valablement se poser avec cette prise de Kidal, c'est de dire à la France, à la communauté internationale proclamée, au monde occidental, à toutes les forces de casque bleu de l'ONU et toutes les forces qu'on nous a présentées comme un véritable déploiement, cette armada militaire, Barkhane, Takuba, tout ce que vous voulez. Mais il a fallu tout simplement qu'on change légèrement de paradigme, qu'on soit accompagné par un partenaire sincère qui nous donne la possibilité de renforcer notre capacité militaire, qui nous donne une capacité de renseignement, parce que le renseignement a été beaucoup au cœur de cette bataille de Kidal. Et voilà, nous avons des résultats. Nous avons des résultats aussi parce qu'il y a une coordination et une cohérence entre les différentes armées qui, au-delà, n'est-ce pas, de l'entraide, de point de vue des capacités d'actives sur le terrain de bataille, ont aussi échangé beaucoup de renseignements. Vous savez, quand on attrape, par exemple, un terroriste, c'est une mine de renseignements. Or, l'international, dans la base sahélienne, ils s'entremêlent, ils se changent, n'est-ce pas, d'informations, de tactiques, etc., etc. Donc là, je crois que tout cela a joué à fond. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus le fusible de la France qui empêchait justement cette coopération entre ces trois États-là de pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose de terrible et d'éclatant que nous vivons si on avait autant de médias aussi conscients et conséquents que For You Media TV Africa. Je pense que cette actualité devait être au cœur, n'est-ce pas, de l'actualité au cours de ce mois et peut-être jusqu'à la fin de cette année. Parce qu'elle est la preuve, par 1 milliard, si vous voulez, qu'en réalité, le Mali était très, 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 très mal accompagné. Et on dit mieux vaut un divorce que d'être mal accompagné. Eh bien, remettre en question la présence étrangère, justement, dans nos pays. Non, pas la présence étrangère. Cette présence de ces armées d'occupation néocoloniale occidentale. Parce qu'elle n'avait pas pour fonction d'aider le Mali, ni d'aider d'abord, pas seulement le Mali, aucun de nos pays à pouvoir s'affranchir, n'est-ce pas, de cette contrainte de leur présence sur leur sol, en leur donnant les moyens, en leur donnant des capacités de réaction, de projection sur les terrains des opérations pour sortir vainqueur de ces différents combats-là. Et c'est ce que nous voulons voir. Donc, je crois, je pense sincèrement que c'est une gifle, c'est une démonstration qui est faite que nous sommes mal accompagnés. La France, n'est-ce pas, ses affidés, non pas pour vocation d'aider l'Afrique à s'en sortir, n'est-ce pas, de cette difficulté. Elles sont là pour créer le chaos, pour maintenir le statu quo et pour empêcher toute capacité pour les pays africains de pouvoir régler la question sécuritaire. Afin s'atteler à maintenant à embrasser le taureau par le cornes pour régler les questions d'ordre économique, d'ordre social et les autres considérants. Donc voilà
la réalité qui nous gicle au visage aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons que apprécier le courage, parce qu'il a fallu un courage. Il a fallu un courage politique. Il a fallu un courage physique des dirigeants maliens et d'autres dirigeants pour arriver à ce résultat-là. On dit que, quand je dis souvent de manière lapidaire, si je dis tout dépend de nous, les gens ne peuvent pas comprendre ce que ça signifie. Tout signifie ce que vous voyez Assimi Goïta faire, c'est-à-dire ça dépend de notre volonté. Il s'agit tout simplement de prendre des bonnes décisions, de prendre des décisions souveraines et radicales, et on arrive forcément à ce type de résultats. Si le Mali a pu le faire, pourquoi pas les autres? Oui. Pourquoi pas les autres? Et fortement, ça donne du crédit, n'est-ce pas, à nos analyses, à nos discours depuis plus d'une décennie sur le plateau de télévision où on disait que nous sommes mal accompagnés. Oui. Nous avons avec nous un partenaire en réalité qui est un pompier pyromane. Donc, avec un acteur comme celui-là, avec un compagnon comme celui-là, il ne faut rien attendre en termes de changement de paradigme, en termes de changement de réalité, mais surtout en termes de dotation de capacité à nos forces armées de pouvoir enfin affronter comme des garçons majeurs, excusez-moi l'expression, n'est-ce pas, la vie telle qu'elle se présente sur toutes les coutures. Et maintenant, cette excellente information de ce satellite qui sera mis à la disposition du Mali. Du Mali, oui. Là, je pense que ça va être alors là, la totale. Parce que, comme j'insiste là-dessus, sans renseignement dans cette bande sahélo-sahélienne, avec les espaces qui sont énormes, qui sont, je ne sais pas comment qualifier ça, vous ne pouvez pas, surtout nous sommes en plein désert. Il faut avoir ce renseignement-là. Et ce renseignement, il est important. Il est extrêmement important. Les gens nous ont vanté des drones, ils nous ont dit des tas de choses, mais là, on n'a pas vu, on n'a pas pu tirer les dividendes de cette coopération avec tous ces drones. Là, avec ce que la Russie nous offre comme possibilité avec cette disposition-là sur le plan de la surveillance satellitaire, je suis convaincu que nous sommes qu'au début d'une excellente coopération, d'une odyssée, j'aime parler ainsi, parce que c'est une longue marche, n'est-ce pas, pour que nous puissions aboutir finalement à des victoires décisives dans cette quête de notre libération, de notre indépendance, de la reconquête totale de notre souveraineté. Et c'est là pour le bonheur des Maliens et des Africains, tout simplement. Donc nous applaudissons encore en disant au colonel Assimi Goïta et à ses compagnons d'armes, vous avez eu le courage d'affronter cette réalité-là. Et maintenant, nous pensons que nous allons passer à autre chose. Cette autre chose, c'est de donner des moyens à la population de mieux s'organiser, d'être en capacité d'être enfin le véritable fer de lance de la liberté totale du Mali et de la bande sahélo-sahélienne. Effectivement, et puisqu'on parle de du renseignement, vous avez parlé tantôt de la qualité de renseignement, on sait que c'est souvent ce qui cause souvent les problèmes lors des affrontements ou alors lorsque les armées régulières veulent généralement traquer les terroristes. On a vu du côté de la République centrafricaine, on voit également ailleurs. Et effectivement, on rappelle que ce satellite va permettre à l'État malien ou alors à l'armée malienne d'avoir la position exacte des terroristes. On sait que ce sont des renseignements qui ont souvent été manipulés justement par ces partenaires classiques à l'avantage justement des terroristes. Effectivement, ce partenaire quasi naturel, comme ils aiment bien s'appeler, était d'une malhonnêteté incroyable. C'est-à-dire, la France était d'une malhonnêteté incroyable. Elle manipulait justement l'armée malienne en lui donnant souvent de fausses informations, de faux renseignements. C'est elle qui disait à la rébellion, attendez à gauche, parce que on leur a indiqué le chemin à prendre. Et régulièrement, et ça continue, et ça continue jusqu'à récemment, on voyait nos armées tomber dans des espèces des embuscades qui ne s'expliquent pas. Tout à fait. On dit, mais comment ils ont été au courant que aller se déplacer dans telle ou telle direction? C'est tout simplement parce que c'est la France qui contrôlait cet espace et donnait ces renseignements-là à ces terroristes-là. Là maintenant que la Russie s'y est mêlée, et c'est ça qui est extrêmement dangereux pour Paris, là maintenant que la Russie s'y est mêlée et que la coopération militaire entre Mali et la Russie est plus qu'étroite aujourd'hui, l'armée malienne a la capacité aujourd'hui d'être dotée d'un renseignement sûr, un renseignement de première main, un renseignement fiable et qui va donner beaucoup plus de dynamique et de puissance à leurs actions militaires parce qu'ils seront enfin à quoi s'en tenir en ce qui concerne les déplacements, les caches d'armes,
les caches de munitions, les rencontres, les lieux de réunion, etc., de cette nébuleuse terroriste-là. Et ils auront donc maintenant le loisir, avec l'outil, n'est-ce pas, la couverture aérienne, de frapper, n'est-ce pas, de manière idoine, et vraiment avec toute la vigueur qu'il faut, ces troupes-là, les démoraliser, les déstructurer et les rendre... C'est pas pour vous couper, parce qu'après on s'est toujours demandé comment est-ce que des terroristes, une armée, on va dire quoi, irrégulière, peut pouvoir résister face quand même à une armée bien constituée, une armée d'État avec des armes. Comment est-ce que cette armée peut résister à une telle armée, justement? Mais vous savez que nous assistons à une guerre asymétrique. Ce n'est pas une armée contre une armée. Tout à fait. Attention, nous sommes dans une guerre asymétrique et ce désert-là, le Sahara, il est grand. Très large, très grand. tout à fait. Et c'est un lieu où il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens qui se déplacent dans tous les sens, et vous ne savez pas, dans une guerre asymétrique, qui est une force militaire capable de créer des dégâts au sein de l'armée et qui est de paisible population. N'oubliez pas que nous avons aussi cette épée de Damoclès qui a longtemps flotté sur la tête de nos armées, ces fameuses ONG qui chaque fois nous disaient « Oh, l'armée malienne a tué des civils, etc. etc. » Maintenant, ils n'auront plus cet alibi, cet avantage, n'est-ce pas, parce que c'est eux qui avaient cet instrument satellitaire. Nous l'avons aujourd'hui. Et nous avons donc la capacité de leur dire, ici, nous avons frappé ceci, ça va être des frappes chirurgicales. Nous avons frappé ceci parce que voici les données satellitaires de déplacement de ce genre que nous avons. Nous n'avons pas frappé au hasard, premièrement. Deuxièmement, il faut le dire, nous sommes aussi face à la déstructuration du fait que ces terroristes n'ont plus la couverture, le bouclier que constituaient les forces et la présence des forces militaires étrangères, donc principalement françaises, sur leur sol. Ils ne sont plus couverts. N'oubliez pas qu'il y a des actions militaires armées que l'armée malienne a tenté de prendre à un moment donné, et elle en a été dissuadée parce qu'elle n'avait pas reçu le n'est-ce pas, de cette force militaire française qui était sur son sol. Maintenant que il y a une rupture, n'est-ce pas, de cette prétendue coopération, l'armée malienne a maintenant la liberté et surtout l'autonomie de son action sans que cela ne dépende d'un quelconque qui doit être donné par ni les forces de la MINUSMA, ni les forces françaises, ni aucune autre force. Donc, elle a donc la liberté de projection sur l'ensemble de son territoire et de continuer à créer, n'est-ce pas, les mois au sein de ces terroristes qui se pensaient en terrain conquis. Donc, pour moi, ce sont de très très bonnes nouvelles qui demandent à être tout simplement renforcées, qui demandent à être davantage être encadrées, mais qui demandent à faire aussi tâche d'huile pour permettre à d'autres pays qui sont dans la même situation de dire, regardez, on dit la parole est neutre, mais c'est l'exemple qui entraîne. Tout à fait. Il y a cet exemple qui est là, qui est visible de tout le monde, qui est visible de toutes les autres armées qui sont dans cette contradiction avec ces terroristes armés. C'est à eux maintenant de savoir choisir le bon partenaire pour les accompagner et rendre plus efficace leur action pour sécuriser davantage leur espace. Je veux parler de territoire, mais aussi les populations qui ont été les premiers à souffrir, n'est-ce pas, de ce chaos généralisé, organisé dans cette bande sahélo-sahélienne. On reviendra tout à l'heure, effectivement, sur peut-être ces autres États qui ont également, qui partagent une certaine forme de relation avec la Russie. Mais avant, parce qu'on rappelle que M. Abdulaziz nous a rejoint sur ce plateau, avant de lui passer la parole en quelques minutes, réaction, par exemple, avec suite à ce message, ou alors ces messages des téléspectateurs, certains qui estiment que la France, je vais simplement reformuler pour ne pas utiliser les mêmes termes, mais que la France n'a rien à faire, voilà, avec le Mali. Et le téléspectateur, par exemple, n'est pas d'accord avec le conspirationnisme, voilà, que selon lui, c'est son terme, le conspirationnisme, du moins, de la France contre le Mali. Ça remet en question aussi, peut-être, est-ce que ça remet en question les déclarations des autorités maliennes qui, pas une fois, 2 fois, 3 fois, ont dit qu'elles ont les preuves selon lesquelles la France coopérait justement avec les terroristes. C'est à la suite d'un message d'un téléspectateur.
Oui, mais il faut que certains de nos téléspectateurs arrêtent de nous prendre pour des nigauds ou bien des joueurs naïfs. Oui. Le Mali est allé au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Et a déposé une plainte contre la France. En disant, mais faites-nous asseoir. Moi, j'ai des preuves de la participation, de l'encadrement de la France dans le déploiement des forces terroristes sur mon sol. Tout à fait. J'ai des preuves. Jusqu'aujourd'hui, cette plainte n'a pas prospéré. Parce que justement, jouant de son entre-gens au sein de ce conseil de sécurité, oui. Le conseil de sécurité n'a pas pu avoir une majorité pour valider la plainte du Mali. Et là, ça nous permet de revenir sur la question de ce prolongement de la présence des forces onusiennes en RCA, oui. Où les gens disaient la République centrafricaine est faible. Non, ça ne dépend pas de la République centrafricaine. C'est le Conseil de sécurité qui décide. Comme ici, le Conseil de sécurité a refusé de se saisir de cette plainte du Mali pour régler dans le fond la question de l'encadrement et puis du fait que la France avait un parti pris dans le combat que le Mali essayait de mener contre. Oui. Bon, premièrement. Deuxièmement, pour aller très rapidement, c'est de dire quand même à cet ami que, mais disons, il faut qu'on arrête de jouer les aveugles. Bon, je sais que c'est Ngankunga, comment vous l'appelez, n'est-ce pas, le grand prédicateur était au Cameroun, mais je n'ai pas encore vu. J'ai encore une voisine qui est aveugle, qui ne voit pas alors qu'elle était là depuis 5 heures du matin. Bon, c'est une parenthèse pour rigoler un peu. C'était pour dire à cet ami, mais pendant des années, l'armée malienne n'a pas pu toucher Kidal. Pourquoi? Parce que la France l'empêchait de le faire. Sitôt qu'on a écarté la France de l'espace, sitôt qu'on a écarté l'amunissement de l'espace, et surtout que l'armée malienne s'est bonifiée de sa coopération avec le nouveau partenaire qui est la Russie, voici l'armée malienne au cœur de Kidal. Les gendarmes maliens sont déployés déjà à Kidal. Je crois que les policiers sont là, plus de 200 déjà. On voit les populations en liesse. Donc vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas un effet, une relation de causalité entre le fait que la France bloquait justement et le fait que depuis qu'on a élevé cette hypothèque, enfin, le jeu s'éclaircit. Donc il y a forcément un lien de causalité entre le fait que la France jouait les empêcheurs, n'est-ce pas, de tourner en rond, et le fait que là maintenant, le Mali a décidé, non pas, c'est l'inverse plutôt, ce n'est pas avec un juge les empêcheurs de tourner en rond, et que là maintenant, le Mali nous démontre à la face du monde que sans la France, sans l'amunissement, sans ces forces étrangères qui nous empêchaient de nous projeter, de nous déployer sur tout notre sol, voilà que maintenant qu'ils ne sont pas là, nous sommes en train de gagner cette bataille-là, et voilà les preuves. Donc il ne peut pas nous dire que c'est du complotisme. Ça n'a rien à voir avec le complotisme. Ce sont les faits. Nous sommes face aux faits. Et ces faits-là nous parlent. Et vous voulez qu'on tienne quel langage? On dit que face aux faits, aucun argument, rien d'autre ne peut, n'est-ce pas, résister. Voilà les faits. Donc je crois sincèrement que, à défaut de nous faire parler, si vous êtes des pros, proche de cette logique-là, on vous comprend très bien, mais ne venez pas nous dire qu'il n'y a pas eu aujourd'hui quelque chose de nouveau dans cet espace depuis que et la France, et l'amunissement, et notre force, n'est-ce pas, qui créait un brouillard inexplicable, j'appelle ça un chaos contrôlé, n'est-ce pas, était en place et donnait l'impression que la prise de Kidal était pratiquement impossible, sinon il y aurait un bain de sang, un chaos total, non seulement au niveau de la bande sahélo-sahélienne, mais surtout au niveau de Mali. Kidal a été pris dans une euphorie généralisée des populations de Kidal qui ne sont ni hostiles, au contraire, elles ont été très heureuses de voir enfin leur armée, de voir leur administration qui va revenir. Cela veut dire qu'on nous a raconté des mensonges de bout en bout. Ces médias mainstream nous ont servi des éléments de langage qui n'avaient rien à voir avec la réalité que nous constatons aujourd'hui. Donc arrêtez de vous faire manipuler, ne laissez pas vos cerveaux longtemps être lobotomisés par ce discours qui n'a aucune prise sur la réalité concrète sur le terrain. Merci à vous, Passion Parfait d'Homme. On rappelle à nos téléspectateurs, le débat se poursuit également à travers sur nos plateformes Facebook et YouTube en direct. Vous pouvez participer, donner votre point de vue comme ce téléspectateur. Ce sera débattu ici sur le plateau. Tout à l'heure, simplement, le standard sera ouvert. Abdoulaye
Abdelaziz Konaté, bonsoir. Vous nous retrouvez dans ce débat, voilà, cette coopération avec le Mali et la Russie qui s'approfondit. La Russie qui va donc doter le Mali d'un satellite de télécommunication. On connaît à peu près les fonctions ou alors les avantages d'avoir un tel outil. En tout cas pour la sécurité du Mali, cela va permettre à ce pays de contrôler son territoire. Alors, nous sommes là dans une phase d'autonomisation de nos armées, précisément de l'armée malienne, après le départ de ses forces étrangères. Oui, Madame Sikendoumbe, bonjour déjà et désolé pour le petit retard. Bonjour au doyen Parfendom ainsi que aux téléspectateurs et l'équipe technique en studio. Oui. Il faut dire que ceci avait déjà été bien annoncé. Déjà au courant de novembre 2022, il y a le ministre de la Défense malienne qui était sous invitation du ministre russe, justement dans une visite d'État, était en Russie là-bas pour intensifier justement la nature de la coopération entre les deux États. Entre les deux pays, oui. Il avait bien été précisé que sur le plan militaire, sur le plan bien évidemment du renseignement, sur le plan de la formation, et bien évidemment du domaine agricole, il y aurait une coopération renforcée. Oui. Donc la suite, on la connaît, c'est bien évidemment de la logistique, de l'armement lourd qui a été mis à la disposition de l'armée malienne. Oui. C'est bien évidemment des instructeurs russes et bien évidemment une formation adéquate aussi pour les forces spéciales dans le but justement de pouvoir doter cette armée républicaine-là d'outils conséquents pour pouvoir endiguer ces menaces-là. Et donc c'est un tiercé quintet, c'est un quintet gagnant, autant pour moi. On peut le constater au travers, bien évidemment, de ces victoires qu'est en train d'engranger l'armée malienne. Oui. Et cela vient battre en brèche, si cela était encore besoin, une maxime tronquée qui voulait ou qui sous-tendrait à faire croire à la planète que l'Afrique n'a pas les capacités de pouvoir s'occuper de sa propre sécurité. Oui. Quand on sait que il y a des armées comme l'armée du Tchad sous le feu maréchal Idriss Déby qui appelait justement à leur doter de moyens techniques et de moyens de matériaux adéquats pour pouvoir endiguer ces menaces dites terroristes. Mais il y a toujours eu une fin de non-recevoir, bien évidemment, de la partie occidentale. Voilà que la Russie a décidé de briser les barrières et d'entrer dans une autre forme de coopération avec les États africains pour leur permettre, effectivement, ça a été annoncé d'ailleurs par la Russie, de pouvoir doter des armées africaines ce dont elles ont besoin pour pouvoir recouvrir leur autonomie. Et on le voit, le Mali en est un échantillon. Il me semble que pour pouvoir passer de l'acte de la parole à l'acte, la Russie a voulu prendre justement pour phase embryonnaire le Mali, pour pouvoir permettre aux autres États de comprendre quelle est la vision qu'elle se fait de l'Afrique dans la coopération qu'elle veut avoir avec les États africains. Il n'est plus question ici de tout simplement venir en mode d'aide, mais d'avoir des partenaires avec lesquels on peut traiter d'égal à égal. On ne parle pas d'assistance éternelle. Voilà, et des partenaires avec lesquels on veut d'égal à égal. Et pour ce faire, il faut leur doter de moyens qui leur permettent effectivement de se mettre à niveau pour pouvoir commencer à entrer dans la cour des grands et compétir comme tout le monde. C'est ce que la Russie veut faire, c'est ce que la Russie en tout cas a annoncé, c'est ce qu'elle est en train de faire du côté du Mali. Bien évidemment, cela est assorti d'un certain nombre de conditionnalités et on voit qu'une fois que ces conditionnalités-là sont mises en musique, il est facile de pouvoir intensifier cette coopération-là. On voit très bien que du côté du Mali, très rapidement, ils ont déblayé le chemin sur tout ce qui pouvait sembler être la mauvaise herbe pour ne pas permettre à ce que justement la problématique liée à leur souveraineté territoriale soit complètement réglée, et de cela il fallait écarter les acteurs gênants. Une fois que ces acteurs ont été écartés, vous les avez déjà si bien cités tout à l'heure, il était donc facile de pouvoir mettre maintenant effectivement en branle, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments, notamment sur le plan d'abord militaire, parce qu'il faut quand même rappeler que la problématique des États du Sahel de façon quasi majoritaire est d'abord sécuritaire. Elle n'a aucun autre problème si ce n'est celui de la sécurité qui est primordial. Parce qu'avec la sécurité, justement, tous les autres vecteurs peuvent y être drainés. Donc, qui de mieux que justement
ceux qui arrivent à la tête de ces États aujourd'hui, qui ont compris cela pour avoir été d'abord des soldats au front, pour avoir vécu un certain nombre de choses, et donc ont à cœur de vouloir effectivement inverser cette balance-là. Ouais. C'est pour ça qu'on a l'impression que du côté du Mali, ça s'accorde comme une guitare. Ça s'accorde comme une guitare parce qu'en réalité, la problématique était déjà identifiée. Il fallait trouver de l'autre côté le bon partenaire qui devait donc pouvoir permettre à ce que, effectivement, la bonne note puisse commencer à se faire jouer. C'est ce que nous sommes en train de constater. Ouais. C'est pour cela que vous voyez qu'une problématique qui a duré un peu plus de 10 ans vient d'être résolue en moins de 2 ans. Et avec maestria. Ouais. Souvenez-vous qu'il y a moins de 3 ans, 4 ans, on parlait même de scission du Mali. C'est-à-dire que le Mali du Nord et le Mali du Sud, où on pensait qu'il fallait complètement diviser le Mali parce que c'était pas... Bon, vous comprenez dans quelle configuration. Maintenant, pour venir sur le plan de l'intérêt, parce que comme je vous dis tout le temps, chaque fois qu'on fait de l'expertise sur une problématique, n'oublions pas l'aspect de l'intérêt. Quel est l'intérêt majeur dessus? Et c'est pour répondre aussi un peu à la préoccupation de monsieur de tout à l'heure. Oui. On fait tous bien de constater quand même, vous me direz que c'est un phénomène du hasard, mais que la France qui a quand même 2600 tonnes d'or et qui jusqu'à encore sous peu était la 5e économie mondiale, depuis qu'un certain nombre de robinets commencent à se fermer sur le continent africain, on commence à voir que du côté de la France, ça commence véritablement à dandiner. On voit qu'on quitte de la 5e à la 7e place, dans le même courant où on a été chassé du Mali, où on puisait de l'or. On sait que cette zone de Kidal, c'est de l'or à perte de vue, à n'en savoir plus quoi faire. Donc, on sait très bien que de ce côté-là, comme du côté de la Centrafrique, des réserves d'or et de diamants, c'était facile. On y puisait quasi gratuit sans que personne ne venait demander quoi que ce soit. Et chose curieuse quand même, depuis que on a été chassé de ce côté-là, on commence à voir que sur le plan économique, on ne se porte pas si bien que cela. Ouais. On voit quand même que du côté de Niger, depuis que les robinets sont fermés avec l'uranium, ça commence à devenir quand même assez inquiétant. Bon, maintenant, je laisse le soin à cet auditeur, ce téléspectateur-là, de faire le rapprochement ou de faire la synthèse. Je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même assez curieux que c'est dans la même dynamique qu'on voit la France perdre quasiment deux rangs, n'est-ce pas, sur le classement mondial des 10 premières économies. C'est dire que en réalité, il y a des éléments comme ça qui ne sont pas seulement propres à la France, mais à tous ces pays de l'Occident, à toutes ces forces impérialistes qui sont sur le continent africain, qui pendant longtemps se sont servis, c'est-à-dire que comme ça, comme dans un champ, comme dans une cour ou comme dans son petit jardin, sont en train de voir une tendance qui est en train de s'inverser. Et c'est ce qui est intéressant avec justement ce que les pays du Sud, notamment dirigés en tête de poule par la Russie et la Chine, sont en train d'amener aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que ils ont annoncé, et vous voyez que l'une des conditionnalités pour pouvoir avoir accès justement aux BRICS, c'est qu'il faut pouvoir avoir un certain nombre de performances sur le plan économique. Vous ne pouvez pas les avoir si vous continuez à être sur la mamelle nourricière de quelques individus que ce soit. Il faut que vous puissiez effectivement vous affirmer sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, sur le plan énergétique. Et à ce moment-là, vous venez dans la cour des grands pour commencer à faire des affaires. C'est vers cela que des pays comme la Russie sont en train de tirer aujourd'hui les pays du continent africain et au travers du Mali qu'on est en train de voir et dont très certainement un certain nombre d'autres surprises seront à venir. Il faut noter quand même le fait que il y a aussi dans l'accompagnement justement de la surveillance de son territoire un satellite russe qui a été offert qui a été mis à la disposition de l'armée malienne. C'est un satellite russe pour le moment qui n'est pas acquis à l'État malien. C'est juste pour pouvoir l'utiliser, surveiller son territoire. Mais l'armée malienne est en discussion avec la Russie pour obtenir son propre satellite pour pouvoir effectivement, n'est-ce pas, avoir une autonomie là-dessus. Et très certainement, dans les jours à venir, c'est une coopération aussi qui va se mettre en musique. Mais c'est dire effectivement la dynamique dans laquelle veut inscrire la Russie, ses collaborateurs, ses partenaires avec lesquels il est en train de construire ce nouveau monde-là et c'est très intéressant. Et on imagine justement lorsqu'on voit le partenariat aujourd'hui entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger et le rapprochement aussi de ces pays-là avec la Russie, et on imagine que cela ira certainement de soi, que ces pays vont aussi approfondir leur relation, leur partenariat avec la Russie dans ce sens, d'où un impact dans cette sous-région.
Écoutez, vous voyez bien qu'il y a quand même la naissance récente d'une alliance des États du Sahel. Tout à fait, oui. Qui réunit quand même déjà 3 États et pas des moindres. Ceux qui sont directement concernés sur les 6 ou 7, c'est quand même 3 des États majeurs qui sont principalement concernés par ces faits de terrorisme. Oui. Et vous voyez, la Russie veut une nouvelle forme de partenariat avec les pays de cette sous-région-là. Et pour ce faire, il faut mettre en musique, effectivement, une forme de coopération qui permet à ces États-là de se prendre eux-mêmes en charge, de pouvoir effectivement être autonomes. Et ça ne pouvait être autrement qu'au sein de l'Alliance des États du Sahel, qui en réalité, on n'est pas surpris, on ne sera pas surpris d'ici quelques années de la puissance de feu que pourrait avoir cette alliance-là pour pouvoir effectivement endiguer un certain nombre de pseudo-menaces. Il faut dire côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est en train de devenir le dragon en puissance de l'Afrique de l'Ouest en matière de sécurité. Donc, qui voudra se frotter demain à l'Alliance des États du Sahel quand on connaît la puissance de feu et quand on connaît la qualité de la formation? Il y a qu'à voir ce qui est en train de se passer du côté de l'Ukraine avec la Russie, qui est en train d'essuyer une véritable fessée à l'OTAN pour comprendre à qui on a affaire. Donc, quand vous avez un partenaire comme celui-là, qui vous donne exactement et précisément ce dont vous avez besoin depuis 2-3 décennies, Madame Siké. Le continent le demande depuis au moins 2 ou 3 décennies. Pour ne pas dire depuis au moins 6 décennies, depuis les années 60, des armées africaines de véritables moyens logistiques pour leur permettre de se charger de leur sécurité. Quand vous avez un partenaire qui vient vous apporter une réponse comme celle-là que vous attendez depuis près de 60 ans, mais vous la croquez à plein dents. Et c'est ce qu'est en train de faire les États du Sahel, justement. Et on ne sera pas surpris que dans les mois à venir, il y a d'autres pays de la sous-région qui vont très certainement intégrer cette alliance. Parce qu'en réalité, ce qui a commencé avec l'Alliance des États du Sahel est venu pour répondre à une problématique forte qui est justement pendante au niveau de l'Union africaine concernant la force africaine en attente, qui jusqu'ici n'a pas pu trouver ne serait-ce que les 1/4 des moyens qu'il fallait, de l'enveloppe qu'il fallait réunir pour pouvoir doter justement cette unité de force africaine pour pouvoir endiguer les menaces du continent. Donc l'Alliance du Sahel en réalité est un futur dragon en devenir qui, à n'en point douter, au vu de sa composite, au vu des exploits qui sont les leurs et au vu de la victoire qui va être véritablement confirmée sur le Sahel, parce qu'il faut être sûr que la ceinture va se faire et le terrorisme en tout cas n'existera plus sous sa forme présente. Ça c'est déjà, on peut considérer que c'est le passé, parce qu'on sait très bien ce que représentait Kidal, et au jour d'aujourd'hui que Kidal soit tombé, Kidal qui était le centre de commandement, le poste de commandement de tout ce qui se faisait en termes de nuisance au sein du Sahel, on ne sera pas surpris de voir que sous peu il y aura bien évidemment une disparition comme ça, on va dire une évaporation comme ça de ces pseudo-terroristes. Et quand même, on se pose la question de savoir que fait donc l'Algérie? Pourquoi l'Algérie reste tant si silencieuse? Puisque une bonne partie de ces terroristes-là sont en train de replier du côté de la Mauritanie et de l'Algérie. On est donc curieux de voir quelle est la réponse que va apporter l'Algérie à cette question. Elle qui s'est rangée bien évidemment du côté de l'Alliance des États du Sahel quand il s'agit de parler des questions du Niger. On a vu qu'elle a pris position justement pour le Niger. On espère que qui ont s'aimé autant, fait couler autant de sang, de larmes et de familles endeuillées, vont payer le prix, bien évidemment, de leur forfaitude et qui n'iront pas simplement en exil du côté de l'Algérie. Donc, c'est-à-dire que, pour sortir de votre question, on voit du côté de l'Alliance des États du Sahel, clairement, le futur organe de défense, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest d'abord, mais très certainement, dans les années à venir, je ne serais pas surpris qu'il prenne une envergure continentale. Merci à vous Abdoulaziz Konaté, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de participer, même si le téléspectateur, en tout cas vous pouvez continuer pour ne peut-être pas s'attarder sur ces relances, parce que voilà, comme on l'a dit, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. Simplement, peut-être pour lire encore la réaction à la suite de cette réponse. L'Afrique représente 4% du commerce extérieur de la France. Réveillez-vous, la France est loin de l'Afrique et elle a tout l'uranium qu'il lui faut. Patient. Moi, je peux reprendre. Moi, je peux lui reprendre très rapidement et vous passer la table au parfait. Mais ça, ce sont des chiffres donnés par qui? C'est des chiffres donnés justement. Vous savez, c'est toujours facile d'avoir une réponse du côté du vainqueur. C'est la France qui donne ces statistiques. Ce qu'on constate, c'est que tout simplement, pour le moment, le marché mondial
du côté de l'uranium est en difficulté. Ouais. On voit bien que les prix de l'uranium sont en train de monter. S'ils disent que l'Afrique ne représente que 4% du commerce extérieur de la France, je dis c'est une bonne chose. Mais entre-temps, on voit quand même que le panier de la ménagère du côté de la France est en train de grimper. On voit qu'au niveau du service social en France, ça commence à battre de... On voit quand même que le taux de chômage est très élevé. Oui. Et au lieu que les Français, justement, comme celui qui est en train d'intervenir là, posent des questions réelles à leurs institutions, ils sont en train d'amener les gens vers la diversion, vers des histoires d'immigration, de ceci et de cela, de sans-papiers à résoudre, alors que les vrais problèmes sont là. Donc, si au jour d'aujourd'hui, la France se porterait si bien que ça, ben, on est curieux de savoir quand même pourquoi est-ce qu'il y a donc autant de récriminations contre le continent africain, puisque ça ne représente que 4%. Alors, 4% voudrait dire qu'on peut partir tranquillement du Gabon. Oui. On n'a pas besoin de créer des problèmes pour continuer à pomper du manganèse. On n'a pas besoin, par exemple, on pouvait partir du Niger sans commencer à faire le ramdam avec lequel, qui a mis encore la diplomatie française à genoux. On n'a pas besoin de faire tout le spectacle qu'on est en train de faire du côté de l'Afrique de l'Ouest ou même de l'Afrique centrale, du côté de la RDC. Ouais. On n'a pas besoin de le faire. Donc, si au jour d'aujourd'hui, ça ne représente que 4%, j'invite ce monsieur à aller rechercher véritablement, à faire des recherches profondes et approfondies et non simplement ce qui est publié par les institutions françaises qui peuvent nous publier toutes ces choses qui ne nous émettent plus parce qu'on connaît la réalité. La réalité, elle est bien au-dessus de ce qui est présenté malheureusement. Et c'est pour ça que c'est important ce type de débat, parce qu'il faudra également justement opposer certaines analyses à ce qui est, à ce qu'on nous dévoile ou on nous présente dans certains plateaux de télévision. Peut-être une réaction Passion Parfait d'Homme à la suite de cette contribution téléspectateurs. Vous ne pouvez pas avoir des partenaires qui ne représentent que, vous avez dit, 4%, 4% dans vos échanges économiques et déployer autant d'énergie, à la fois sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et sur le plan économique, pour continuer de maintenir une relation aussi unique, aussi inégalitaire, aussi injuste vis-à-vis de ces partenaires-là. Il n'y a que des cerveaux qui refusent de réfléchir, qui peuvent considérer qu'une information comme celle-là peut avoir une quelconque valeur. Vous vous souvenez, il y a encore dans un passé récent, on nous racontait que l'Afrique ne compte que 1% dans le commerce mondial. Oui. Ça faisait un peu rigoler. Ouais. C'est de cet ordre-là. Ouais. On a convaincu des professeurs d'université africains que l'Afrique entièrement, cette Afrique que vous voyez, plus de 30 millions de kilomètres carrés, ne correspond qu'à 1% du commerce mondial. Mais comment les gens peuvent croire à des balivernes de ce niveau-là? Donc c'est faux. C'est tout simplement, moi j'appelle ça la guerre psychologique, pour tenter de démontrer que toutes les actions que vous prenez, qui vont dans le sens d'une rupture radicale, n'est-ce pas, de ce cordon ombilical vis-à-vis de nous, en réalité, ce sont de petits amuseurs publics à la tête de vos États qui essaient de vous faire croire que cela aura un impact réel dans, n'est-ce pas, le décollage économique, social de vos pays. Mais si c'était vraiment le cas, chaque fois, M. Macron nous rappelle la mort des soldats français pour, n'est-ce pas, sur le sol nigérien, que ce sacrifice. Mais non, avec toutes vos armées, vous ne pouvez pas perdre du temps comme ça, ou du matériel humain, du matériel militaire, et le franc CFA. Et le franc CFA. Je pense même que vous avez révélé, vous avez dit quelque chose la dernière fois, doyen, de très intéressant. C'est que c'est même une déclaration de guerre. Ce monsieur, quand l'Union européenne a dit dernièrement que son avenir, c'est l'Afrique, vous l'avez dit la dernière fois, que c'est même une déclaration de guerre. C'est l'Union européenne qui dit que son avenir, c'est l'Afrique. Donc quand un monsieur comme celui-là vient nous dire que ce n'est que... Est-ce qu'il sait que la bauxite qui est puisée depuis 60 ans du côté de la Guinée, qui a un pipeline de 40 km pour directement des bateaux qui sont chargés, qui sont transportés et aller du côté de l'Europe et de l'Asie. Et c'est une fois arrivé là-bas qu'on déclare à l'État ce qu'on a porté en termes de bauxite sur votre terrain. C'est la même chose qui s'est passé en Centrafrique. Ce monsieur peut nous dire combien de tonnes d'or et de diamants ont été puisés en Centrafrique depuis 60 ans. Il peut nous dire combien de tonnes de diamants ont été puisés, d'or ont été puisés au Mali depuis 60 ans. Qui a été là? Quelle est l'expertise qui a pu évaluer cela? Pourquoi on vient nous dire au jour d'aujourd'hui que ça ne représente que 4%? Et que tout un continent vous dit que son avenir est au sein d'un autre continent qui est l'Afrique. Mais nous dire que nous représentons que 4% quand même, vraiment je pense que c'est... Bon, on connaît déjà la musique, ça nous émeut plus ces choses-là. Non, c'était pour dire que bon, écoutez, ça va de soi. Je crois que tout est là. Nous souhaitons tout simplement que comme nous ne représentons rien, n'est-ce pas, dans l'apport économique de ce pays-là, bon, qui se désengage totalement. Ils ne vont pas continuer à porter un fardeau qui leur apporte
Absolument rien. Commençons donc, n'est-ce pas, à vous retirer de cette affaire de franc CFA. On verra ce que cela va donner. Donc, arrêtez de prendre les Africains pour des niais. Nous réfléchissons, on voit comment le monde fonctionne, le monde économique fonctionne. L'Afrique et la France n'ont aucune emprise ailleurs sur le marché mondial d'autres continents comme elle a sur le sol africain. Sur le plan de son influence à la fois diplomatique, politique, géopolitique, elle n'a pas, n'est-ce pas, l'ancrage et la capacité de s'adosser sur ces États comme elle le fait ailleurs. On vient de le démontrer avec cette affaire de on peut appeler ce prêt satellitaire de la Russie. Mais je vous rappelle que ce n'est que dans les pays dits d'Afrique francophone qu'on avait encore ce retard. Un pays comme l'Angola, un pays qui était avant lusophone, qui a été indépendant, ils sont à leur deuxième, même satellite, sont avec la coopération russe. Tout à fait. Ils ont eu leur indépendance en 1979. Il faut le dire aux gens, il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Donc c'est nous qui sommes tout simplement en retard. Et ce retard-là est tellement dangereux pour la sécurité de nos espaces que, évidemment, nous sommes face à ces complexités du type Boko Haram, terrorisme dans la bande sahélienne, présence des bases militaires françaises sur notre sol, soit disant prétendument pour nous protéger. Le temps est arrivé pour eux de plier bagages. Nous ne comptons que 4%. On veut compter 0%, n'est-ce pas, dans ces échanges avec eux. Et on verra, n'est-ce pas, si l'histoire et, n'est-ce pas, la vérité historique va démentir cette réalité qui veut que la France sans l'Afrique, comme disait Omar Bongo, c'est comme une voiture sans carburant. Sans carburant. Est-ce que vous pensez, peut-être pour sortir cette question, que les autres États, puisqu'on parle de cette Afrique dite francophone, ou alors qui utilise le franc CFA, ces autres États africains qui aujourd'hui ont quand même une coopération avec la Russie, on parle... en Afrique centrale, on voit le Cameroun, il y a d'autres pays, il y a, je crois, le Gabon également. Là, pratiquement tous ces pays africains qui entretiennent, on va dire, des relations classiques avec la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pays devraient approfondir cette relation comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger avec cet État, même si les réalités ne sont pas les mêmes? Bon, il faut déjà dire que du côté de l'Afrique centrale, ici, le Cameroun a pris le taureau par les cornes. Bien avant la coopération avec la Russie. Nous avons quand même des faits d'armes, notamment pour endiguer les menaces de Boko Haram du côté du septentrion. Nous avons eu un excellent appui de la Russie, surtout sur le plan militaire, sur le plan de la coopération même satellitaire et justement les échanges des informations spatiales et autres. Et nous continuons de l'avoir pour toutes les autres menaces. Le Cameroun a intensifié sa coopération avec la Russie. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'il y a des échanges intensifs. Bon, il n'y a pas que le Cameroun. Heureusement, il y a aussi des pays tels qu'effectivement, vous l'avez dit, l'Angola, vous avez des pays comme ça qui, sur le plan militaire, sont très avancés. On a d'autres pays qui entrent aussi. On a le Sénégal dernièrement qui entre en musique aussi, qui est en train d'entrer en musique. En fait, la Russie, je vous ai dit ça tout à l'heure dans mon premier jet, a compris ce dont tous les pays africains avaient besoin. Vraiment dans leur globalité. Principalement la zone saharienne. Parce que la zone saharienne, tenez-vous tranquille, c'est cette zone qui détient quand même 60% des richesses, un peu plus même, 80% des richesses du continent africain. C'est dans la zone saharienne. C'est là où se trouve le condensé des richesses du continent. Donc c'est une zone qui est extrêmement importante sur le plan économique, sur le plan stratégique, géostratégique, et même, n'est-ce pas, sur n'est-ce pas, la pertinence même que certains pays occidentaux posent au travers, n'est-ce pas, de leur existence. Donc vous voyez que la Russie, l'État de Russie a très bien compris que, en fait, ce dont il fallait doter à ces États-là, dans cette bande-là, c'est de pouvoir les permettre d'être définitivement autonomes. Il y a des pays comme ça, comme la Russie. Bon, la Chine, elle est beaucoup plus sur l'aspect économique. Mais la Russie, elle a voulu véritablement une coopération en profondeur. C'est-à-dire qu'endiguer d'abord un mal qui est là, qui est latent, créer un éveil au sein, bien évidemment, de la classe politique africaine, et donc maintenant commencer à leur doter d'outils qui vont leur permettre eux-mêmes d'être face à leurs responsabilités. Et ça, c'est très important parce que ça change toute la donne. Tout à fait. En fait, c'est ce que jusqu'ici certains de nos chefs d'État allaient mendier dans tous ces forums, Afrique ceci, Afrique cela, Afrique machin, Afrique États-Unis, Afrique France, Afrique monde.
c'est tout ça, nos chefs d'État allaient mendier justement cela, cet appui conséquent pour pouvoir, n'est-ce pas, développer, n'est-ce pas, leur souveraineté, pour pouvoir enfin, n'est-ce pas, traiter ou alors s'affirmer en tant qu'État, et non plus simplement micro ou pseudo-État ou alors État téléguidé ou télécommandé. Donc il faut dire que la Russie, elle, quand elle est venue au jour d'aujourd'hui, en train de voir elle-même, parce qu'elle joue aussi son va-tout. N'oublions pas que la Russie est en train de fermer, de tourner le dos, a tourné même déjà le dos quasiment à toute l'Europe. Et donc, elle est en train de basculer du côté du Sud. Et donc, dans cette nouvelle coopération, aura besoin aussi des alliés, aura besoin aussi, bien évidemment, de partenaires avec lesquels elle peut continuer de maintenir le niveau d'échange, n'est-ce pas, sur le plan économique, sur le plan militaire. On voit d'ailleurs que c'est la société Roscosmos qui, justement, fournit le gros du matériel sur le continent africain. Donc, la Russie a besoin aussi sur le plan économique, et on voit que c'est pour cela que la Russie arrive à la 5e économie mondiale, parce qu'elle prend la place de la France, elle vient remplacer la France, et elle est en train de monter. Donc, c'est un pays qui est en devenir, c'est un pays qui aspire à une véritable montée en puissance, pour créer un équilibre, en fait, face au déséquilibre qu'est en train de créer les Yankees sur la planète. Eux aspirent à pouvoir créer un équilibre basé sur le droit international. Et pour ce faire, il faut avoir des partenaires qui hier étaient avec justement ceux à qui ils ont tourné le dos. Il faut les avoir avec eux. Et pour les avoir avec eux, il ne faut plus que ce soit sous la forme de la coopération dans laquelle ils étaient depuis 60 ans. Il faut donc maintenant véritablement les libérer afin qu'ils puissent s'affirmer en tant qu'État et que donc le commerce et le business puissent se faire. C'est pour cela que c'est très intéressant et qu'on ne serait pas surpris. Parce que je suis en train de vous dire qu'avec ce qui est en train de se passer du côté de l'Ukraine, où c'est la Russie a gagné, je vous assure que les derniers remparts encore qui avaient éprouvé de la résistance à pouvoir justement inviter la Russie sur le continent africain n'existent quasiment plus. Tout le continent, les 52 États pratiquement, veulent travailler avec la Russie, au moins sur le plan sécuritaire, parce qu'on voit très bien que à ce niveau-là, au moins, leurs intentions sont claires. Ils ne sont pas là pour venir vous coloniser, ils ne sont pas là pour venir mettre une armée qui va commencer à venir gérer vos problèmes de sécurité. Ils forment vos équipes, ils vous donnent du matériel dont vous avez besoin, que vous achetez bien évidemment chez eux, parce que c'est gagnant-gagnant. Mais ils forment vos équipes, ils vous donnent la technologie, à vous maintenant de pouvoir vous affirmer. Si vous voulez venir maintenant dans l'univers qu'ils sont en train de créer, qui est le sud global, pour pouvoir effectivement croquer cela à plein dents. Merci à vous, Abdelaziz Konaté. Quelques messages une fois de plus avant d'aborder la dernière et seconde thématique. Eman et Kofi, l'Afrique tend vers un avenir meilleur du fait de sa lutte vers la véritable indépendance. Kamtaolori qui dit, s'il vous plaît, l'Afrique de l'Ouest est déjà trop sensibilisée et l'Afrique centrale est en train de devenir une zone de repli des Occidentaux, si bien que le Tchad vient de recevoir 200 militaires occidentaux et au Cameroun, la France vient d'arracher un barrage construit par les Chinois au profit d'EDF, l'électricité de France. Entre-temps, les Camerounais boivent les bières et vont prier. Voilà, et après, ils viendront arrêter le président Paul Biya de leur donner de la lumière. Zekemit qui dit, la Russie prouve encore une fois que c'est un allié fiable. L'Afrique devait en profiter pour recréer de vraies armée africaine. Et puis cet autre message, la France va bien, son PIB est celui de toute l'Afrique. Le PIB de la France a progressé de 200 milliards d'euros entre 2021 et 2022. Je rappelle que le PIB du Mali est de 20 milliards d'euros. Oui, vous voulez acheter quelque chose? Oui, alors, écoutez, bon, j'aurais été tenté de répondre à ce dernier, mais bon, c'est pas intéressant. Oui. C'est pour nos téléspectateurs de voir quand même que nous sommes dans une dynamique vers la création d'un nouveau paradigme. C'est de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Oui. Et le monde multipolaire aura beaucoup de chances d'aboutir et d'être plus efficient qu'avec une Afrique libérée. Tout à fait. Il n'y aura pas de monde multipolaire si l'Afrique ne retrouve pas sa place d'un continent majeur dans l'échiquier mondial international. Et pour cela, l'une des conséquences de cette réalité-là, c'est qu'il faut libérer les Africains des chaînes, n'est-ce pas, de l'assujettissement occidental. On n'a pas d'autre choix, et la Russie le sait pertinemment. Ouais. Vous avez vu, au-delà du fait que la Russie est un partenaire fiable, ça date depuis très longtemps. Ça a été le principal allié dans pendant les luttes de libération par rapport aux organisations politiques qui luttaient pour leur indépendance. Oui. La Russie a toujours été aux côtés de ces organisations-là. Mais la Russie doit faire encore plus aujourd'hui
elle en est consciente que sans une Afrique libre, une Afrique indépendante, une Afrique qui ne dépend plus des États de l'Occident, il y aura toujours ce déséquilibre puissant qui existe et qui justement justifie le monde unipolaire. Oui. Si on veut basculer de paradigme, nous sommes obligés de libérer le continent africain. Pourquoi? Dans la guerre russo-ukrainienne, vous avez vu l'engagement des pays occidentaux dans la France pour soutenir la déstabilisation de la Russie à tout prix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ces ressources, cette capacité de nuisance entre la main de la France? Il faut tout simplement libérer le continent africain. Donc là aussi, il y a un lien de causalité. Ce n'est pas seulement parce que la Russie nous aime tant. La Russie aussi joue son bateau en sachant pertinemment qu'une Afrique libre, une Afrique souveraine, une Afrique maître de son destin va davantage affaiblir l'un des partenaires majeurs des États-Unis, qui est le leader du monde occidental, qui est la France et de toute l'Europe en général. Donc, le monde occidental va se trouver en difficulté avec une Afrique enfin souveraine parce que, justement, il y aura un basculement, n'est-ce pas, des rapports, n'est-ce pas, et de paradigme, de point de vue, de l'efficacité à la fois politique, géopolitique et économique. Et ça, c'est essentiel dans la compréhension de cette lutte. On a l'impression que ce n'est pas une guerre. La Russie est dans une guerre avec la France et le monde occidental, mais de manière très fine, très, j'allais dire, presque invisible, mais subtile, merci, mais avec des conséquences terribles pour la capacité du monde occidental de continuer aujourd'hui à régenter, n'est-ce pas, la planète tout entière. Et ce sont des conditions nécessaires pour la création véritable d'un monde unipolaire qui passera, par le fait que l'Afrique va devenir un continent qui compte, les pays africains vont prendre de l'envergure et seront capables de créer leur propre marché interne sans dépendre des injonctions de Paris, de Londres, de Washington, et seront capables de se défaire des instructions, des injonctions de la Banque mondiale, des Fonds monétaires internationaux. Elles vont mettre le franc CFA dans la poubelle de l'histoire et se doter eux-mêmes de leur propre moyen de financement avec leur propre monnaie. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Cette perspective dégage. Donc, nous, c'est fin, comme on a dit, c'est très subtil, mais nous sommes au cœur, n'est-ce pas, du grand jeu d'échecs qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Occident et la Russie. Et la Russie joue vraiment un grand maître d'échecs dans ce jeu-là, et il démontre au monde occidental que ce n'est pas parce que vous croyez qu'on ne voyait pas les points forts, les points de force, n'est-ce pas, les lignes de force de votre jeu, nous le savions depuis très longtemps, mais comme vous avez voulu détruire ce que nous avons de monde, surtout de culture, nous allons maintenant donner la force aux gens qui vous donnent la puissance de votre queue comme un caïman, en coupant complètement cette queue-là, et on verra très rapidement ce que vous valez réellement de manière intrinsèque. Merci pour Passion Parfendum. Rapidement, on va au standard, on sortira par la seconde thématique parce qu'on a des téléspectateurs déjà au standard. On va être précis et concis, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. On va commencer par vous, Zerfel, depuis l'Allemagne. Bonsoir et bienvenue, Zerfel. Bonsoir à la diva, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous ceux les techniciens d'Afrique Média, de Forge plutôt, excusez-moi. Et je serai précis. Parce que j'ai deux questions à poser. J'ai deux questions à poser à vos invités qui sont sur le plateau. Oui. Parce qu'il y a des choses, comment dire, ils ont parlé de certains trucs qui sont très intéressants. Mais moi, je vais demander à Parfendum. C'est un homme politique. Celui qui est à côté, il ne sait pas si c'est un politique ou il est là pour faire choses, comment dire, la sensibilisation des Africains. Ça, je ne sais pas. Monsieur Parfendum, vous êtes politique. Vous parlez toujours de CFA. Mais aujourd'hui, si Dieu fait que vous êtes président au Cameroun, la première des choses, par où vous allez commencer à aider le Cameroun. Ça fait un. De deux, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé aussi de la communication. La communication qui est là aujourd'hui, c'est l'arme la plus redoutable que l'arme nucléaire. Alors, aujourd'hui, ce que la Russie vient de faire aujourd'hui pour le Mali, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant. Ne restons pas toujours. On va en Russie pour chercher les armes, mais il y a quelque chose qu'on oublie, la communication. Parce qu'aujourd'hui, avec la communication, on peut faire tout. Tu peux t'asseoir dans ta maison et puis communiquer avec le monde entier. Et ça,
c'est dans les mains jusqu'à aujourd'hui des Français. Alors, jusqu'à présent, voici la Russie et comment dire, le Mali qui vient de signer avec la Russie pour avoir un satellite qui va leur permettre de suivre leur territoire et aussi de communiquer s'il en faut. Donc, monsieur, pardon, parce que moi, quand je vois aujourd'hui en Afrique centrale, vous traînez trop les pas. Vous dormez trop, vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais vous traînez trop les pas parce que vous comptez sur des gens qui sont là depuis longtemps, qui ne veulent pas avancer, et vous vous mettez à la queue le lieu de ces messieurs-là pour traîner, pour entraîner, pour retarder ce pays-là. Alors si vous êtes aujourd'hui élu comme président du Cameroun, qu'est-ce que vous allez faire? Apprenez des choses. Merci. Merci à vous, Zerfel. On va revenir sur le plateau. On permet aux téléspectateurs rapidement d'intervenir. On prend cet appelant depuis les États-Unis. Bienvenue, monsieur. On vous écoute. En 1 minute, s'il vous plaît. Allô? La France supérieure au PIB de toute l'Afrique. Ça, ce sont des histoires qu'on entend. Il y a une autre qui circule que le PIB de la Californie est supérieur au PIB de l'Afrique. Mais il faudra que ceux qui croient à ces histoires cherchent à savoir comment ces PIB-là sont calculés. Je prends juste un exemple simple. Vous qui êtes journaliste, peut-être un journaliste en France ou en Californie, fait le même travail que vous, mais là-bas son salaire peut être 200 fois votre salaire. Et c'est surtout ça qu'on prend pour calculer les PIB. Et on nous sort des histoires comme la Californie rapporte plus que toute l'Afrique réunie. Ça, ce sont des trucs qu'on ne doit même pas croire. Ce sont les mêmes gens qui nous ont dit que le PIB de la Russie était inférieur à celui de l'Espagne. Et qu'en quelques semaines, il devrait détruire l'économie de la Russie. Mais on a tous vu ce qui est arrivé. Donc, ça, c'était juste la remarque que je voulais faire. Et je voudrais rappeler à tous les Africains, comme le grand frère parfait Tom le dit souvent, nous sommes en guerre avec ces gens-là. Si tout ce qui sort de leur bouche, nous, on avale seulement sans même faire des recherches, ils vont nous abattre directement mentalement, sans que nous ayons même le temps de réagir. C'était ça ma contribution. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci pour cette contribution. On reste au standard. On accueille monsieur Jean depuis les États-Unis également, je pense. Monsieur Jean Sapognou, bonsoir. Bonjour, Manuela Siké. Vous me recevez? Très bien, monsieur Jean. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vos invités, Abdelaziz et puis Patient Parfait. Bonjour, techniciens. Bonjour à tous ceux qui appellent For You Media. Oui, courage à vous, Manuela Siké. Courage à vous. Courage à vos invités chaque fois. Merci pour le travail que vous faites. Alors, dans 1 minute, est-ce qu'on peut parler le sujet gros? Vous voyez, nous sommes dans un système créé par l'Occident. Et nous avons été à l'école dans ce système-là. On a été formés dans ce système. Et c'est difficile à certains d'entre nous de sortir, puisque leur cœur n'aime pas la vérité. Leur cœur aime le matériel qui est le moyen d'utilisation, le moyen de corruption de l'Occident pour corrompre le monde entier. Regardez la Corée du Nord. La Corée du Nord s'est bien armée. Même mon pays, l'Amérique ici, a peur de la Corée du Nord aujourd'hui. Si jamais un seul individu lève le doigt pour faire quelque chose, il veut passer par la Corée du Sud, mais est-ce qu'ils ont pu? Non. Mais si jamais quelqu'un ose, vous allez voir ce qui va se passer. Ils savent très bien. Alors, le Mali, les États du Sahel n'ont qu'à s'armer beaucoup sans même tenir compte de ce que c'est charognat-là. Les gens pensent que c'est l'Amérique qui va les aider à sortir. C'est faux. Mais vous ne voyez pas depuis longtemps, depuis des années, qu'est-ce que l'Amérique a fait à l'Afrique de bon. L'Amérique a pillé et tué. Regardez la RDC, regardez les compagnies minières américaines qui pillent dans... Et personne n'en parle. Tu veux parler, on te tue. Parce que c'est ce qui leur apporte de l'argent.
Les cerveaux, on les ramène ici, puis on les met dans le confort, ils ne sortent plus. Et pour leur refuser d'aller dans leur pays, on essaie de maltraiter leur pays, on essaie de montrer leur pays comme de la misère à ne pas aller, à se retourner. Mais tout ça va finir. Le Mali et la Russie, les gens disent que, je sais pas, la Russie est un pays qui a aussi subi des pressions de ce système-là. Alors, le nouveau système qui se crée, nous devons nous ouvrir, nous devons chercher à comprendre quel est le système qui se crée aujourd'hui. Pour que nos États, nos présidents, qui sont tellement formatés dans l'ancien système, voient effectivement la lueur de sortie. Parce qu'ils aussi sont sous pression. Le Cameroun est sous pression. Les gens sont au Cameroun, ils sont là, dans le système franco-afrique, et ils pillent, ils mangent, les enfants sont partout, ils pensent que c'est ça la belle vie. Non, c'est pas ça la belle vie. Soyez des humains, un humain construit, un humain construit là où Dieu l'a placé. Dans un village, dans un hameau, si tu es quelqu'un d'important, construis ton hameau, construis ton village. C'est ça l'humain, c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas le fait de ramasser, vendre son pays pour déposer l'argent ailleurs pour dire qu'on est bien. Juste là, qu'est-ce qui a changé dans tout cela? C'est que la misère. Alors, nous devons être indépendants. L'Afrique doit sortir de ce système-là. Et c'est ce que nous avons fait faire avec les sensibilisations. Continuez toujours. Ça va payer, ça paye déjà. Le Mali n'a qu'à continuer avec les autres États, Burkina, Niger. Unissez-vous. Laissez ces gens de politique là. C'est des charles, c'est de n'importe quoi. C'est faux. C'est du mensonge. D'accord. Les politiciens africains sont des menteurs, ils sont formatés pour être utilisés pour faire de l'argent. Ils n'ont pas le cœur dans leur pays pour effectivement, pour avoir leur indépendance et réfléchir comme des humains. Ils sont manipulés par l'argent. Merci. Il y a tout de choses à dire, mais que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre. N'oubliez pas cela, nous sommes en guerre. Nous avons la victoire. C'était monsieur Jean Sapok, nous depuis les États-Unis. Merci d'avoir appelé, cher monsieur. On va à Londres également en une minute, monsieur Mohamed. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je salue mon frère de la communauté de l'Université et je vous remercie pour le thème. Les gens publient l'interview du système Assara sur la vie. Certains qui publient ça, la partition du foot politique, ou qui voient la présidence à son point, franchement, moi, je ne vois pas. Certains vont s'y parler pour parce que si, quand vous êtes qui sont faits à l'autorité de ça, en pays, je pense qu'ils vont arrêter. Donc, on a pour cette discours, ce qu'il faut, ce qu'il dit, ce n'est que de la façade, ce n'est que du politique. Et il faut aller chercher des appuis en France, que ceux qui font avec la discussion, ils sont dans la publicité, peut-être le local à la France, avec le petit temps de biologie. Pour moi, excusez-moi, le thème c'est une tête d'aller, et il faut jamais que les chacun puissent être dans le pouvoir. Pour que chacun peut le renvoyer. C'est mon conseil que vous avez dans votre pays, que vous avez dans votre pays. Pour nous, il y a des merci, bonne continuation de programme. C'est nous qui vous remercions, monsieur Mohamed. Merci d'avoir appelé ce soir. On referme d'abord le standard. On verra si le temps nous le permet. On y reviendra plus tard. Une réaction rapidement en une minute après les téléspectateurs. Et puis on dit un mot sur l'actualité au Tchad en une minute. Mais il faut simplement dire en une minute que l'Afrique centrale, particulièrement, a ses spécificités qui ne sont pas... On l'a déjà dit N fois. Vraiment, il faudrait que finalement les gens s'y habituent. Les spécificités de l'Afrique centrale sont totalement différentes de celles de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des problèmes qui sont d'actualité du côté de l'Afrique de l'Ouest qui ont déjà été dépassés depuis belle lurette du côté de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale n'a pas des problèmes de souveraineté.
l'Afrique centrale a d'autres problèmes. Elles sont liées à la malgouvernance, à un certain nombre de faits de corruption, à toutes ces autres choses-là. En fait, elle a besoin d'infrastructures. Elle est énergétique, elle est infrastructurelle. Elle n'est pas sécuritaire. Les problèmes liés à la sécurité, bon, ici au Cameroun, on voit un RDC, on voit du côté du Cameroun avec Boko Haram, on voit des crises internes, mais de manière globale dans la sous-région, il y a d'autres types de problèmes qui sont liés à l'Afrique centrale. C'est pour cela qu'il ne faut pas aborder ces problématiques avec la même visée, ou alors le même regard. Il faudra avoir un autre regard sur l'Afrique centrale. L'Afrique centrale au jour d'aujourd'hui, et cette problématique liée justement à la longévité des chefs d'État n'est pas forcément une question de fond qui peut susciter un débat réel pour des gens qui sont sérieux. Quand, bien évidemment, on sait que quand on voit de l'autre côté, justement, puisqu'on est maître calqué justement à l'extérieur, on voit bien qu'il y a une série de chefs d'État qui ne sont pas prêts à vouloir être déboulonnés de leur fauteuil présidentiel. Donc la problématique de l'Afrique centrale, elle est d'autre ordre. Elle est sur le plan énergétique, sur le plan infrastructurel et sur le plan, bien évidemment, de la gouvernance. Elle n'a pas de problème de souveraineté en Afrique centrale. Ce n'est pas des problèmes liés à la sécurité. Donc les problèmes de la sécurité, on le voit du côté du Mali, on le voit du côté du Burkina, on le voit du côté du Niger. Ce sont du Sahel, dans la zone du Sahel, ce sont des problèmes liés à la sécurité. Donc il ne faut pas comparer ces deux. Et vous allez même voir que même du côté de l'Afrique de l'Ouest aussi, il y a des pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas des problèmes de sécurité. Ils ont des problèmes de gouvernance. Ils ont d'autres problèmes qui sont plus ou moins calcables à ce que nous avons ici du côté de l'Afrique centrale. C'est très important de le préciser parce que les gens font toujours cet amalgame-là quand on veut faire la comparaison. Merci à vous. La réaction après les téléspectateurs? Oui. Bon, moi, je vais un peu nuancer. Oui, allez-y. Oui, l'Afrique centrale aussi des problèmes de souveraineté. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas totalement. Nous avons aussi des problèmes de sécurité. Nous avons aussi même des problèmes de sécurité. Sauf qu'elles n'ont pas été réglées de la même manière. On a eu plus ou moins des chefs d'État qui ont été un peu pragmatiques. Je peux prendre par exemple, quand il y a eu l'offensive Boko Haram contre les pays comme le Cameroun, le Tchad, on a vu comment très rapidement il y a une force mixte qui s'est mise en place, constituée des armées du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, et même du Niger un peu, et qui ont dû endiguer, n'est-ce pas, cette menace Boko Haram. Je rappelle que cette force mixte s'est mise en place et ont écarté complètement l'assistance française du jeu. C'est ça qui a fait le succès de cette force-là. Mais maintenant, des questions de souveraineté, certes, nous en avons. La preuve, nous continuons d'utiliser les francs CFA. La preuve, certains de nos États en Afrique centrale ont des bases militaires françaises sur leur sol. La preuve, nous encore réellement à décoller dans le sens d'un véritable patriotisme au niveau de nos dirigeants. Un pays comme le Cameroun a tout un gouvernement en prison aujourd'hui parce que les prévaricateurs de la fortune publique sont assis, n'est-ce pas, vraiment au système gouvernant de nos États. Donc il y a ces efforts-là qu'il y a à faire. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait des oppositions. Moi j'appelle ça la lutte dans tous les fronts. Ça dépend de là où le succès arrive. Si le succès arrive aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons qu'applaudir parce que ce mouvement de vague, finalement, va détendre sur le reste, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Mais je rappelle quand même que historiquement, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Un pays comme le Cameroun a payé le prix le plus lourd dans cette bataille-là de la décolonisation de nos États. Les leaders du Cameroun, n'est-ce pas, de la volonté du Cameroun d'accéder à la plénitude de sa souveraineté ont été éliminés. Il y a eu des massacres qui s'apparentent à des génocides. Je n'ai pas beaucoup parlé parce que ça fait partie de mon héritage politique. Je ne veux pas trop me mettre en avant à travers mon parti, à travers cet héritage. Dans d'autres espaces d'Afrique, c'était quand même la coopération avec la France. Et le Cameroun et d'autres pays ont soutenu et supporté tout ce fardeau au point où les coupes ont été d'une violence inouïe et qui ont abouti à quoi? Et qui ont abouti, après les indépendances, à des hégémons au niveau de l'Afrique centrale qui étaient complètement soumis, n'est-ce pas, au dictat de la France pour réformer, n'est-ce pas, cette classe politique-là. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de sacrifices. Je peux dire aussi que sur le plan, par exemple, communicationnel, quand vous êtes sur un plateau comme celui-ci, où les gens peuvent parler avec autant de liberté, critiquer, comme je le fais souvent depuis plus d'une décennie même, ceux qui nous dirigent au Cameroun, et rentrer ce soir sans être inquiété, parce que là aussi, il y a des sacrifices qui ont été faits. N'oublions pas que les journalistes ont été arrêtés au Cameroun. N'oublions pas que les journalistes ont été emprisonnés. D'autres sont morts
dans les prisons camerounaises. Mais ça, à son actif, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Le président Biya a bien compris que si on veut d'une possible révolution au niveau de l'Afrique centrale plus tard, il faut laisser libre cours à ce que j'appelle la liberté d'expression, au moins médiatique. Et je crois que c'est en Afrique centrale quand même que le succès de cette liberté médiatique s'est produite sur le plan panafricain. Personne ne peut le nier à l'Afrique centrale. Cette liberté de ton, cette capacité de s'affranchir de la peur, n'est-ce pas, de la censure, de l'autocensure. Quand il faut critiquer le monde occidental, le monde impérialiste, c'est en Afrique centrale qu'on a trouvé cette liberté-là. Cela signifie que quand même, si d'autres plans, d'autres font des avancées, sur le plan par exemple de cette là aussi, l'Afrique centrale a été, n'est-ce pas, à l'avant-garde de ce combat et on ne peut pas le nier aujourd'hui. Merci à vous, Passion Parfendom. Ce sera sans transition. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.